Merci pour l'invitation. J'ai été invité à échanger, à partager sur l'impact du droit communautaire dans la consolidation démocratique. En un mot, les normes africaines, les normes démocratiques africaines. Je vais le faire en me référant au fait à ces quatre États souverains africains qui sont organisés, qui fonctionnent à leur manière et qui, au cours des années 90, euh, sur la base d'un certain nombre de revendications et de consultations, ont mis en place des règles de gestion publique qu'on connaît. Alors, la très grande majorité de ces pays ont adopté de nouvelles constitutions et instauré des états de droit qui connaissent des fortunes diverses. Tout à l'heure, Amin Idriss nous en a parlé. Sur papier, donc, sont des états organisés comme tels. Alors, les normes institutionnelles et constitutionnelles qui ont été adoptées à l'échelle de ces États sont d'inspiration diverses et des transformations qu'on a constatées au niveau national ont eu quand même une certaine incidence sur des efforts qui concomitamment étaient menés à l'échelle de certains ensembles sous-régionaux. Donc, ces règles-là, au niveau continental comme au niveau sous-régional, méritent d'être connues pour voir dans quelle mesure elles impactent la gouvernance au niveau étatique. Donc, je crois que c'est ça le sens de mon thème. Alors, dans le cas de ce space, je vais essayer de jeter un regard sur ce droit communautaire africain, explorer les mécanismes qui existent et aussi questionner leur niveau d'application et d'efficacité, s'il y en a. Et je commencerai par dire qu'il y a pas mal de réflexions et de production intellectuelle sur cette thématique. Par exemple, Peter Nyango a parlé de Regional Integration in Africa en parlant d'un agenda infini. Et il y a Carlos Lopez qui a aussi écrit sur le thème Policies and Practices for Regional Integration in Africa. Et le troisième auteur qui me plaît, que j'aime lire, c'est Tandika Kandiware, Economic Development in Africa, Reclaiming Policy Space, Domestic Resources, Mobilization and Developmental States. Alors, c'est un thème intéressant parce que il y a une dynamique communautaire en Afrique qui est foisonnante, des expériences au quotidien assez intéressantes. Et je préciserai que certains éléments des réflexions que je partage avec vous procèdent aussi de recherches que je mène personnellement dans le cadre d'un essai qui va paraître avant la fin de cette année sur le thème Africa Under Construction, State, Political Change and Development. Alors, qu'est-ce que les situations suivantes ont en commun? Je pose la question à ceux et celles qui m'écoutent. Par exemple, les sanctions de la CEDEAO contre l'État du Niger à la suite du putsch contre le président Bazoum. Voilà un fait précis, connu. Un autre fait, ce sont les interventions récentes des armées de East African Community, donc la communauté d'Afrique de l'Est, et puis des armées de la SADC à l'est de la RDC pour instaurer la paix dans cette région qui connaît des conflits récurrents depuis une trentaine d'années. Un autre fait, des observateurs, et ça c'est multiple d'ailleurs, observateurs estampillés de l'Union africaine qui débarquent dans tous les pays où il y a élection et qui à la fin proclament la façon dont ils ont vu ces élections se dérouler. Un troisième fait, un quatrième plutôt là, c'est la prise de position récente d'un parlementaire sénégalais sur les récentes réformes constitutionnelles au Togo qui ont eu pour conséquence de perpétuer la dictature dans ce pays. Voilà des faits qui ne sont pas anodins, qui interviennent sur le continent, qui se rapportent à des pays et à des situations connues. Alors, je voudrais dire qu'il y a des normes démocratiques en Afrique qui sont issues d'un certain nombre d'ensembles qui déterminent des faits et sur la base desquels on peut apprécier des phénomènes divers. Il y a la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007. Cette charte-là
a été adoptée en 2007 et qui vise à promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance sur le continent. Elle établit des principes fondamentaux tels que le respect des droits de l'homme, l'état de droit, la transparence, la responsabilité, la participation citoyenne. La même charte encourage la tenue d'élections libres et équitables ainsi que le respect des résultats électoraux. Elle souligne l'importance de la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice pour garantir un système démocratique efficace. Enfin, cette charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance appelle les États membres de l'Union africaine à prendre des mesures concrètes pour renforcer leurs institutions démocratiques et promouvoir la participation citoyenne. Voilà une des normes africaines qui mérite d'être connue, étudiée, et qu'on sache dans quelle mesure elle est appliquée par les États et les ensembles régionaux, y compris l'Union africaine elle-même. Il y a aussi le MAEP, dont on parle peu, mais qui existe, qui est appliqué. C'est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Alors, ce MAEP-là est un instrument de l'Union africaine également qui vise à encourager la gouvernance démocratique et le développement économique en Afrique. Il repose sur un processus volontaire dans lequel les États membres se soumettent à une évaluation mutuelle de leurs politiques et pratiques en matière de gouvernance. Et plusieurs pays se sont prêtés à cela. Le MAEP repose sur des principes de transparence, de redevabilité, de participation citoyenne et de dialogue entre les pairs. Des experts d'un pays se rendent dans un autre pays pour évaluer les politiques publiques sur la base d'un certain nombre de référentiels, de critères et puis de cadres d'évaluation assez transparents, et en accédant à des données concrètes de ce pays-là, et sur cette base, formule des recommandations pour que le pays concerné puisse améliorer ses pratiques et, si nécessaire, ses normes. Voilà aussi une pratique qui est intéressante et qui a produit quelques résultats. Autre initiative en Afrique qui se rapporte à la gouvernance et à la démocratie, à la co-construction donc, du développement en Afrique, il y a le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui est une initiative visant à promouvoir le développement économique et social du continent. C'est un partenariat qui vise à renforcer la coopération entre les États africains, les organisations régionales et internationales, et aussi le secteur privé pour stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté sur le continent. Notre ami Amin ici en sait, puisqu'il travaille dans cette organisation. Et c'est une expérience africaine et qui, quand même, postule par rapport à un certain nombre de principes qui devraient interpeller les hommes et les femmes qui ont des responsabilités dans leur pays et qui savent qu'il y a des interconnexions entre ces différents États. Pour voir les choses maintenant au niveau des sous-ensembles du continent international, la CEDEAO, on parlerait là du protocole de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ce protocole a été adopté en 2001. C'est un instrument essentiel pour promouvoir et protéger les principes démocratiques au sein des États membres de la CEDEAO. Ce protocole vise à garantir le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des valeurs démocratiques au sein de la région ouest-africaine. Il établit aussi des normes, des mécanismes pour assurer la transparence et la responsabilité, ainsi que la participation citoyenne dans les différents États membres. Alors, en vertu de ce protocole, les États membres de la CEDEAO se sont engagés à respecter les principes démocratiques, notamment l'organisation d'élections libres, justes, respect de l'état de droit, protection des droits de l'homme, des libertés fondamentales et autres. Alors, la CEDEAO aujourd'hui, c'est 15 États. Ce protocole est adopté depuis donc 23 ans. Où est-ce qu'il en est? Ben, écoutez, c'est l'ensemble, la sous-ensemble à côté de la SADC quand même, l'un des ensembles les plus aboutis sur le plan des normes, sur le plan aussi de certaines pratiques en termes de partage, de circulation des personnes, des biens. Mais sur le plan politique, il faut avouer que ce protocole, par-delà ce qu'il comporte, pose problème parce que son application n'est pas effective. Vous serez surpris
d'apprendre que la CEDEAO, lors de son dernier sommet, a félicité l'État du Togo, qui vient allègrement et à ciel ouvert de violer la constitution du pays, en modifiant ses constitutions en plein processus électoral, en instaurant un nouveau régime après que le président en poste a fait 4 mandats, et tout cela en violation de ce protocole dont je viens de parler. Et au lieu de se taire ou alors de réagir autrement, eh bien, cette CEDEAO-là, dominée par des chefs d'État qui se soutiennent entre eux, a félicité l'État du Togo d'avoir réussi à berner son peuple. Donc, il y a d'autres mécanismes sur le continent, comme les principes et lignes directrices qui régissent la SADC. La SADC, c'est la communauté de développement de l'Afrique australe, et qui a été mise en place depuis 2004 et qui fait quand même ses preuves, parce que la plupart, sinon presque tous les États de l'Afrique australe sont des États démocratiques qui font leur chemin, qui sont redevables vis-à-vis de leur peuple, à l'exception d'une certaine toute proportion gardée de Zimbabwe, où depuis Mugabe jusqu'à Mugabe actuellement, il y a quelques soubresauts. En 2004, la SADC a adopté des principes et lignes directrices pour régir les élections démocratiques au sein de cet ensemble. Et quand il y a élection dans un pays, de façon précoce, des délégations sont envoyées. Le secrétariat de la SADC fonctionne assez bien. L'accès équitable aux médias, la sécurité des électeurs, la vérification indépendante des résultats sont des choses sur lesquelles cet ensemble se permet de se prononcer régulièrement. Et voilà. J'ai déjà parlé de East African Community. Donc, en gros, voilà quelques dispositions ou dispositifs qui existent qui auraient dû contribuer au niveau supra-étatique à ce qui est d'avancement. Alors, comment ces États, et je suppose qu'il me reste environ 6 minutes, comment ces États africains respectent ces normes-là? Les fortunes sont diverses. Divers pays, il y a divers niveaux d'engagement et de mise en œuvre. Il y a des questions d'inégalité, de corruption, de dictatures qui sont encore là et qui ont du mal à se transformer malgré les tests qui ont été adoptés. Il y a des progrès réalisés quand même dans certains pays, comme le Botswana, le Cap-Vert, le Ghana, la Zambie, le Kenya, entre autres. Et puis, des revers dans d'autres pays, comme celui dont je viens de parler à l'instant, le Togo. Un pays comme la Guinée-Bissau stagne, alors que son voisin, qui était même son jumeau, le Cap-Vert, est plutôt un bon exemple. Dans les pays d'Afrique centrale, il y a de très vieilles dictatures qui aussi survivent là. Guinée équatoriale, Congo-Brazzaville, Gabon, il y a eu coup d'État, une transition en cours. Donc, le Cameroun, une très vieille dictature qui a du mal à se réformer. Et voilà, donc ça, c'est des situations qui interpellent. Ou des normes au niveau de ces pays-là, des sous-ensembles n'ont pas d'incidence réelle sur la situation de ces pays membres. Et il faut donc, en termes de solutions, repenser les rôles des institutions régionales dans les crises et aussi au niveau des États membres. C'est valable aussi bien pour la région de la CEDEAO, c'est valable également pour la région d'Afrique de l'Est. Et en termes de stratégie, donc, pour l'application de ces normes, en termes d'avancement collectif du continent, puisque les Africains ont compris que la démocratie est utile pour la stabilité et le fonctionnement de leurs États, il y a lieu d'assurer une appropriation nationale de ces normes. Il ne suffit pas que des experts de haut niveau élaborent des tests et que des chefs d'État ou des ministres se réunissent pour les adopter. Il ne suffit pas que les parlements les ratifient pour que ça marche. Il faut une appropriation par des citoyens membres de ces ensembles. Il faut plus de réflexion et de production intellectuelle. Il n'y en a pas assez. À part des ministères de ces différents pays qui se retrouvent en séminaire atelier, ils adorent cela, ça coûte très cher aux États, mais on n'en sort rien, on fait la même chose l'année suivante. Il n'y a pas assez de partage sur le plan intellectuel. Et les idées, il y a une crise de la pensée, en tout cas à travers le continent. Et les universités ne produisent que des diplômés, mais pas assez de gens qui sont cultivés et qui comprennent les vrais enjeux de développement et de la gouvernance. Et il faut rendre effective l'intégration et la libre circulation. Hein.
Un exemple pratique qui me concerne, je passe 7 heures de temps à l'aéroport de Douala, je détiens un visa de Gabon, je veux aller au Tchad. Et puis voilà, il m'a pris 1 heure de temps pour négocier avec le commissaire de l'aéroport, de m'autoriser à aller à Douala, à rester à l'hôtel, plutôt que de moisir à l'hôtel pendant 7 heures à l'aéroport. Vous voyez ça, c'est banal comme ça, mais vous dire que il y a énormément de tests qui sont votés, même pour des choses simples qui peuvent promouvoir l'économie de ces pays, on a du mal à le faire. Donc, rendre effectif la circulation, la libre circulation des personnes et ne pas bloquer des gens juste parce que on est dans un État souverain, cela peut aider beaucoup à avancer. Il faut aussi rendre des décisions des instances régionales applicables, c'est-à-dire le Parlement de la CEDEAO qui prend des décisions que les États n'exécutent pas, et cela n'est pas une bonne chose. Donc, au niveau aussi bien législatif que juridictionnel, il faut qu'on sente des avancées. Il faut élire les membres des parlements régionaux et du Parlement continental, au lieu que ce soit des élus nationaux qui sont cooptés pour siéger dans ces instances-là. Il vaut mieux que les peuples les élisent et en ce moment, ils seront redevables à ceux qui les élisent en espérant que ces élections soient transparentes à la différence d'autres. Je conclus en disant que la société civile africaine a un grand rôle à jouer pour mettre beaucoup plus de pression sur ces États, faire en sorte que les tests que ces États ratifient, ces tests soient appliqués en réalité. Nous apprenons beaucoup de leçons, des efforts de co-création de ces normes politiques, mais il faudrait que dans leur application aussi, on puisse amener les décideurs à rendre compte et que au finish, la gestion des affaires se fasse plus efficacement en dépit plutôt de cette difficulté, hein, pour qu'on ait le sentiment qu'on progresse et que ici comme ailleurs, les problèmes doivent trouver des solutions et que cela nous incombe tous. Merci et je suis prêt à revenir plus tard à la phase prochaine. Merci maître et merci aux collègues.